Depuis hier, un peu plus de 300 000 candidats sont aux prises avec les épreuves du certificat de fin d'études élémentaires et du concours d'entrée en sixième. Cet altruisme, les examens occupent une place majeure dans l'univers scolaire car ils déterminent grandement les destins individuels des candidats. Il paraît utile de préciser au préalable ce qu'il convient d'entendre par examen scolaire. D'après Bruno Bellost, de manière générale, le mot examen désigne une pesée, autrement dit une estimation, voire une mesure comprenant l'épreuve ou l'évaluation des éléments mis en balance, suivi du jugement et du verdict. Dans les examens scolaires, ce sont toujours les aptitudes ou les connaissances qui sont évaluées en référence à des normes définies explicitement ou implicitement par l'institution, ajoute-t-il. L'examen scolaire est souvent considéré dans la littérature comme une initiation et un aboutissement. Ces deux aspects renvoient à deux fonctions, l'une sociale, l'autre scolaire. Le candidat reçu est initié, c'est-à-dire admis à endosser un rôle, à exercer une profession par exemple. C'est cette autorisation d'exercer qui détermine l'autorité sociale de l'examen. Mais pour être reçu, le candidat doit prouver qu'il a été formé, c'est-à-dire qu'il a acquis les compétences minimales exigées par le système de formation. C'est cette exigence d'acquisition qui donne à l'examen sa légitimité scolaire, explique encore Bruno Bellost. Ainsi, pour que l'examen joue pleinement ses fonctions sociales et scolaires, les organisateurs, soucieux de sa réputation qu'il faut sauvegarder, ne lésinent pas sur les moyens. Pour ces épreuves en cours, le ministère de l'Éducation nationale estime à un peu plus de 27 000 le nombre de personnels déployés sur l'ensemble du territoire national. Pour une bonne organisation de l'examen, ils doivent avoir un comportement irréprochable, veiller à l'honnêteté des candidats et à l'objectivité du verdict. Bref, les examinateurs doivent toujours veiller à ce qu'il n'y ait pas de fraude. C'est justement pour lutter contre la fraude que les sujets sont gardés dans le plus grand secret, que les surveillants sont invités à s'assurer de l'identité des candidats, mais aussi à surveiller étroitement les épreuves, surtout à l'écrit. L'impartialité des examinateurs et des correcteurs est aussi un indicateur pertinent d'une bonne organisation de l'examen. Si l'objectif de l'examen ou du concours est d'évaluer les candidats, la réalité est que cette évaluation n'est jamais complètement objective car il y a une part de subjectivité dans la notation des copies. Les docimologues, c'est-à-dire les spécialistes de l'évaluation, parlent de coefficient subjectif du correcteur. Bien sûr que l'objectif est de réduire le coefficient subjectif à son minimum. Alors, pour empêcher les distorsions entre les notations, les organisateurs optent souvent pour la double correction à l'écrit et pour la double interrogation à l'oral. Cette multiplication des juges a l'inconvénient cependant d'alourdir le coût et l'organisation de l'examen. Selon Bruno Bellost, une solution plus ambitieuse consiste à rendre le jugement lui-même plus objectif en homogénéisant et en systématisant les procédures d'évaluation. Adoption d'une échelle de notes chiffrées pour tous les correcteurs et examinateurs, transformation des épreuves et un système calibré de tests visant à évaluer les compétences et des connaissances précises. Mais l'idéal d'une objectivité absolue poursuit le chercheur qui ferait de l'examen une mesure scientifique des aptitudes et le fondement d'une méritocratie scolaire reste hors de portée aujourd'hui comme hier.